5h40 déjà. Donc, c'est parti. Vous pouvez y aller, là. Bon, ben merci. En fait, je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que vous allez avoir la joie et le plaisir d'avoir la première fois que je prononce cette petite présentation-là que j'ai préparée. C'est suite à la rencontre que j'ai eue avec François et Gaston en préparation d'une présentation sur les produits-services de la formation continue, de ce qu'on fait. Je me suis dit que ça vaudrait la peine de parler de quelques autres choses que seulement que ça, parce qu'autrement, ça aurait pu être un peu rapide et un peu plate finalement. Ce qui fait que j'ai décidé de parler un petit peu de formation continue en tant que telle. Pourquoi et comment la formation continue. Dominique, est-ce que ça va? Oui? Est-ce que là, je comprends que tu suis par... toi, on va te lire. Donc, pourquoi? Évidemment, l'évolution constante de l'ensemble de l'environnement de travail, demande des clients, environnement d'affaires, milieu de travail, équipe, changement de personnel. Milieu de travail, il y a des nouvelles manières de fonctionner, des nouveaux outils qui rentrent. Donc, il y a une évolution constante. Les qualifications aussi changent graduellement. De plus en plus, on doit faire affaire avec des différents types d'outils technologiques, différents moyens. On peut juste regarder ce matin ce qu'on fait. C'est un bel exemple de changement. Il y a 5 ans, ça existait plus ou moins, puis il y a 10 ans, ça n'existait pas du tout. Donc, évolution constante de l'ensemble de la société. D'une certaine manière, lorsqu'on travaille, lorsqu'on étudie, lorsqu'on vit, on apprend déjà tous les jours, mais je dis à un moment donné à quelqu'un, on s'en rend pas compte. C'est comme quand on vide nos poches à la fin de la journée, c'est du petit change qu'on met en banque, et on se rend compte après un certain temps qu'on a appris graduellement et lentement. Sauf que pour faire face aux changements qui viennent, ça prend plus. Ça prend plus de notions, ça prend plus de connaissances, ça prend plus de compétences. Et ça, on ne peut pas compter seulement que sur ce qu'on apprend au jour le jour dans le cadre de nos activités. Il y a 3 types de savoir. On en parle souvent, savoir, savoir-faire, savoir-être. Je suis tombé sur cette image-là où je trouve que ça résume bien ce que c'est. Le premier, c'est vraiment les connaissances. Donc, j'ai appris, j'ai compris, je sais. Je trouve que le verbe le résume bien. Là, je sais, j'ai des connaissances, elles sont essentiellement dans ma tête. Les savoir-faire, c'est la mise en œuvre du savoir. Donc, ça fait appel à des outils. Je j'utilise mes connaissances, j'utilise des outils, je réorganise les connaissances que j'ai pour faire face à des situations nouvelles. J'utilise ces connaissances-là et mon savoir-faire pour faire des analyses, des synthèses. Donc, je suis en mesure de faire des activités. Et le troisième, je suis, c'est l'ensemble des attitudes qu'on a par rapport à notre travail, nos comportements et certains éléments qui sont plus du domaine personnel, des qualités personnelles. Et la combinaison de tout ça constitue un peu ce qu'on pourrait appeler des compétences professionnelles. Là, c'est sûr qu'au niveau des termes, pour certaines compétences, c'est davantage les savoir-faire, savoir-être, parce que le savoir est à part. Mais généralement, on s'entend sur ces 3 grands blocs-là qui sont repris un peu partout. Bon, je l'ai décrit rapidement, là, les savoirs à quoi ça correspond, c'est de connaître, ce sont des connaissances, donc les principaux enjeux avec lesquels on doit travailler. Par exemple, dans le domaine social, les approches en organisation communautaire, ce sont des savoirs qu'il faut avoir. Procédures d'assemblée, des modes de gouvernance démocratique, ce sont des éléments qu'on a en tête. Évidemment, il peut y avoir des guides, des documents qui nous aident, mais il y a quand même un minimum à avoir. Gestion financière, maîtrise du français sont des exemples de savoir.
En savoir-faire, rechercher, utiliser différentes sources d'informations. Donc, on utilise des outils, l'analyse, la planification, l'organisation. Il y en a toute une série que vous êtes en mesure de voir. Au niveau des savoir-être, ça c'est intéressant. On fait référence à ça, puis souvent, j'ai l'impression que c'est comme une masse informe d'éléments qui sont pas définis, qui sont pas clairs. Il y a des documents qui permettent d'exploser le savoir-être en différents éléments plus spécifiques. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Dans certains documents, j'en ai trouvé une quinzaine. Dans d'autres documents, j'en ai trouvé autour de 25. Mais on peut le regarder rapidement. Là, jugement, audace, efficacité, intégrité, patience, respect et tous les autres. Ce sont des éléments qui, dépendamment du poste qu'on occupe, certains éléments de savoir-être vont être particulièrement importants. Si vous êtes, par exemple, un agent de communication, ben, on peut imaginer que l'élément de communication est important. Et si vous êtes un gestionnaire, ben là, vous avez probablement, bon, l'aspect communication, mais jugement est probablement un élément majeur, respect, intégrité aussi. Si vous êtes un professionnel, et là, probablement que par exemple, un professionnel dans une petite organisation, ben, débrouillardise, initiative, autonomie sont des éléments qui peuvent être particulièrement importants. Ce qui fait que quand on a une description d'emploi, bien évidemment, on fait référence au savoir pour les connaissances de base, les savoir-faire, mais il est possible aussi d'identifier un certain nombre de savoir-être plus spécifiques et qui nous permettent d'essayer d'avoir un bon match entre le poste et le candidat qu'on souhaite avoir sur ce poste-là. Bon, pourquoi la formation continue? Bien, on entendait souvent, on a vu souvent former pour former, puis des fois, là, les organisations ne se posent pas tant de questions sur pourquoi former, mais on entend souvent parce que c'est important, c'est un peu une récompense ou ça fait partie du processus de reconnaissance. Envoyer quelqu'un en formation, ça peut être un peu une récompense qu'on donne. Des fois parce qu'on a un budget dédié, puis si on n'utilise pas ce budget-là, ben, il va être perdu, donc on donne la formation. Puis on a une impression générale que ça risque d'améliorer la situation. Donc on n'a pas nécessairement une approche très rationnelle de la formation. Sauf qu'avec les coûts que ça représente en termes de libération, en termes de remplacement parfois, en termes de coûts de formation, lorsque des frais de déplacement, former pour former, ça devient de moins en moins une option. Alors là, il faut se poser des questions. Pourquoi? Et là, il faut former pour performer. Parce que, dans le fond, on a des objectifs qui ne sont pas atteints. Lorsqu'on a une organisation, lorsqu'on travaille, il y a des éléments qu'on est en mesure d'identifier où on a des lacunes, où on aimerait être plus performant, ou parce qu'on voudrait faire mieux. Ça, ce sont des éléments qui sont importants pour identifier les besoins de formation. Donc, former pour performer devrait être de plus en plus notre référence, notre raison fondamentale pour la formation. Ce qui fait que la formation est un moyen, c'est pas une fin en soi, c'est parce qu'on a des objectifs de développement de l'organisation, on a des changements dans lesquels on veut s'adapter, on a une amélioration de la performance, on veut faire plus, on veut faire mieux, mais former pour former, c'est pas une solution, c'est pas une fin en soi. Ce qui nous amène vers l'évaluation des besoins de formation. Il y a plusieurs sources
tous les besoins de formation peuvent être obtenus. Je dirais, par la base, par exemple, lors de l'évaluation de rendement, mais la discussion avec l'employé permet de voir le travail effectué et identifier des éléments d'amélioration, puis d'identifier aussi donc des besoins de formation. C'est souvent facile d'identifier des besoins, je dirais, au niveau des connaissances, mais au niveau des savoir-faire ou des savoir-être, des fois c'est plus difficile. Et la diapo de tout à l'heure où il y avait, je dirais, plusieurs éléments de savoir-être, mais ça peut être un guide pour justement identifier des pistes d'amélioration. Ça peut être aussi à partir de changements organisationnels, du contexte de l'environnement de travail, une nouvelle procédure, un nouveau mandat, un nouveau contexte, un nouvel environnement de travail, des changements organisationnels. Tout ça, ça peut être des éléments qui nous amènent à identifier donc des besoins de formation qui sont peut-être un petit peu plus faciles parce qu'on connaît le changement qui vient. Ou encore, l'autre source d'évaluation de besoins, c'est à partir d'initiatives personnelles. Chacun d'entre nous, on est en mesure de voir quelles sont nos lacunes et de se dire, il me semble que ces formations-là, j'aurais besoin d'une amélioration, j'aurais besoin d'un complément de formation là-dessus. Puis, des fois, c'est des lectures, des fois, c'est des vidéos, mais des fois, c'est de la formation plus structurée qui pourra répondre à ça. Là, je ne sais pas. Oui, j'ai une diapo plus loin, donc je ne vous dirai pas ce que je pensais vous dire à ce moment-ci. Donc, des besoins de formation, mais il y a un réflexe qui nous vient, c'est que des fois, lorsqu'on fait face à une difficulté, on a tendance à penser que la solution, c'est de la formation, lorsqu'on n'est pas en mesure de faire un travail. Parfois, il faut se poser des questions avant d'aller tout de suite à réaliser la formation ou à chercher une formation. Par exemple, est-ce qu'on a des attentes claires? Est-ce que ce qui est attendu de moi, c'est clair? Si ça, c'est pas clair, ben, la formation ne permettra pas de résoudre cet élément-là. Est-ce que les processus de travail sont clairs? Est-ce que j'ai une marge de manœuvre qui est définie, qui est claire? Est-ce que j'ai des bons outils de travail? Est-ce que j'ai un environnement de travail qui est favorable, qui me permet de savoir où je m'en vais, qui me permet de réaliser mon travail? Donc, il est possible que la formation ne soit pas la première priorité. L'exemple de bête que je dirais, c'est suivre une formation en Excel. Si on n'a pas Excel, ça donne rien. Un petit peu plus compliqué, de suivre une formation en mobilisation du personnel. Si on n'a pas des politiques de gestion de ressources humaines, si on n'a pas des descriptions d'emploi qui sont un petit peu claires, puis des attentes qui sont un peu définies, ben, ça va être difficile de modifier l'équipe de travail si les gens ne savent pas exactement déjà ce qui est attendu. En lien avec ça, je suis tombé sur un document que je trouve assez intéressant. Je vais essayer de vous l'ouvrir parce que là, je suis en... Oh, ma souris est éteinte. Ce petit document que j'ai trouvé sur un blog, vous tapez Cathy Moore, elle a différentes conférences, différents blogs, mais j'ai trouvé ça intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est, dans le fond, si je suis capable de naviguer à travers le document. Oui. C'est un peu ce qu'elle pose comme question. Is training really the answer? Donc, un pointeur. Donc, au début, on a quelqu'un dit qu'on a besoin de formation. Ce qu'il faut être capable d'essayer d'identifier, c'est une amélioration mesurable pour identifier après ça comment les gens sont capables d'atteindre cet objectif-là. Et pour chaque comportement, chaque élément, bien, si les gens sont en mesure de réaliser l'action, qu'est-ce qu'il leur manque pour le faire? Et là, il y a quelques questions qu'elle propose de poser. Est-ce que c'est des éléments de motivation? Est-ce que c'est des éléments de savoir-faire qui sont manquants? Est-ce que c'est des éléments de connaissance ou est-ce que c'est l'environnement de travail? Donc,
avant d'aller directement à la formation, il y a peut-être des questions à se poser auparavant pour s'assurer que c'est vraiment de la formation qui est nécessaire. Bon, une fois qu'on a identifié que de la formation, c'est vraiment ça qu'on a besoin, bien là, on tombe dans comment on s'organise. Puis là, bien, de la formation, ça se gère. Parce qu'on voit trop souvent, j'ai besoin de formation, je magasine, je trouve la formation, je vais la suivre, je reviens, je suis bien content, bien heureux, on a eu du bon temps. Mais après ça, dans mon milieu de travail, comment on fait pour que les changements qui sont attendus se réalisent? C'est pour ça que ça prend à un moment donné une gestion de cette formation-là pour être capable d'avancer. À la diapo précédente, ou avec le flowchart que je vous ai montré, il était question d'objectifs d'amélioration, d'objectifs d'évolution. Donc, il faut se poser quels sont les comportements que je veux acquérir, en quoi je veux faire plus, ou je veux faire mieux, ou je veux faire autrement. Ce qui nous amène à définir des objectifs de formation qui vont être pertinents avec ces objectifs d'évolution-là, et d'identifier quels sont les acquis que je dois atteindre. Et c'est avec les objectifs de formation qu'on va être en mesure de mieux identifier la formation qui va répondre à nos besoins. Et là, je ne vous cacherai pas que l'offre de formation est monumentale. Il y en a de tout bord, de tous côtés. Et c'est probablement un des bouts le plus difficile, c'est d'identifier les bonnes formations qui vont bien répondre aux objectifs qu'on a identifiés. Au sorti de la formation, bien, on a des compétences, mais l'autre bout qui est le plus névralgique, c'est le transfert des compétences pour qu'elles soient mises en pratique dans le milieu de travail et pour être capable d'avoir les impacts qu'on souhaite avoir au niveau des objectifs qu'on s'était donnés. Donc, la formation, ça se gère aussi à partir de l'employé ou à partir de l'employeur. Par exemple, à partir de l'employé, c'est l'employé qui est peut-être en mesure d'identifier quels sont les écarts qu'il a entre les attentes qui lui sont faites, que lui-même peut identifier entre les tâches et les activités, ses capacités personnelles. Il est en mesure aussi d'identifier des compétences à développer, que ce soit au niveau des savoirs ou du savoir lui-même, ou des savoir-faire ou des savoir-être, d'identifier la formation appropriée, et il est en mesure aussi de voir comment, suite à la formation, il sera en mesure d'accorder un suivi pour s'assurer d'un transfert et de la mise en œuvre. La formation, ça gère aussi à partir des besoins de l'organisation. On voit souvent un positionnement stratégique, des enjeux de développement qui permettent aux gestionnaires de dire, par exemple, on fait un virage, on va aller de tel côté. Donc, par exemple, l'amélioration du service à la clientèle, fait en sorte qu'il y aurait des enjeux à définir, des enjeux importants. Puis pour les atteindre, il y a de la formation qui devrait être donnée au personnel. Définir des secteurs d'activité ou des améliorations sont à effectuer. Par rapport à l'ensemble des activités de l'organisation, il y a des secteurs où on pourrait vouloir effectuer des améliorations. Par exemple, dans la concertation régionale ou dans le développement de projets ou mener des projets avec des partenaires. Donc, ça pourrait être des secteurs où on veut avoir des améliorations, puis ça peut être une source où il y aura des activités de formation qui vont être données. Normalement, l'évaluation du personnel, c'est une responsabilité qui appartient aux gestionnaires. Donc, évaluer si le personnel possède les compétences nécessaires, d'une part pour faire le travail actuel, mais pour faire aussi le nouveau travail qui va leur être demandé avec les deux éléments précédents. Il y a des entreprises qui font, puis quand je dis entreprises, ça peut être des organisations sans but lucratif, des ministères, des organisations publiques, évidemment. Diagnostic RH, plan de développement, ça c'est un moment où, c'est un moyen où on peut faire un bilan de la situation, puis essayer de voir où sont les points faibles et quelles sont les améliorations qui sont à apporter. Et tous ces éléments-là nous amènent à identifier des formations appropriées et, évidemment,
tenter de trouver, tenter de mettre en place un suivi à la formation. L'efficacité d'une formation, une fois qu'on a identifié c'est quoi nos objectifs, qu'on a identifié la formation, puis qu'on suit la formation, mais on veut voir quelle efficacité cette formation-là peut avoir parce qu'on veut voir notre retour sur investissement si on veut. Alors, il y a 3 niveaux pour l'efficacité d'une formation. Le premier, c'est lors de la formation elle-même, quels sont les acquis, quelle est l'efficacité pédagogique de l'activité, puis est-ce que lors de la formation, les participants ont acquis les compétences qui étaient visées par la formation. Ça, c'est le bout que généralement les organisations qui donnent de la formation, comme nous, on est en mesure d'évaluer avec un sondage de satisfaction au niveau de la clientèle, au niveau des participants. Ça, c'est notre bout. Il y a un bout qui est plus compliqué, c'est le transfert. Est-ce que les participants mettent en œuvre les compétences qui sont acquises? Le bout que nous, comme formation continue, on est en mesure de faire, c'est de poser une première question. Comment vous voyez le transfert des nouvelles compétences, des nouveaux acquis? Comment vous voyez ça? Puis, quels sont ceux que vous pensez pouvoir mettre en œuvre? Sauf que le transfert réel, c'est pas le diffuseur d'information qui va être en mesure de le faire, ça va être le participant lui-même et l'organisation qui l'avait envoyé en formation. Et le bout qui est vraiment plus difficile à mesurer, c'est l'impact. Comment les nouvelles compétences vont-elles faire progresser l'organisation dans le sens désiré? Parce que là, là c'est vraiment plus compliqué. Évidemment, si l'objectif est simple, ça va être mesurable. Par exemple, service à clientèle, on a identifié que la connaissance de l'anglais est importante pour desservir la clientèle anglophone. Bien, ça, c'est plus facile à mesurer comme impact. Mais si on parle de politesse et de respect de la clientèle, là, c'est moins évident de trouver une manière de mesurer. Alors, ce sont les 3 niveaux à mesurer pour juger de l'efficacité d'une formation. Et normalement, une organisation qui se préoccupe des coûts de formation et de l'efficacité de ses investissements devrait normalement questionner ces 3 éléments-là. Pour être en mesure de mesurer les acquis et l'efficacité pédagogique, c'est relativement simple. Définir les attentes et les objectifs d'apprentissage, puis mesurer les écarts. Alors, on questionne 4 éléments généralement. L'approche pédagogique, le formateur, le matériel pédagogique et l'environnement d'apprentissage. Donc, n'importe quel formulaire d'évaluation d'une formation, normalement, questionne ces 4 éléments-là. Est-ce que la documentation était claire? Est-ce que le PowerPoint était adéquat? Le formateur, est-ce qu'il avait une bonne formation? Est-ce qu'il possédait est-ce qu'il possédait la connaissance? Est-ce qu'il était vivant? Est-ce qu'il répondait bien aux questions? Est-ce qu'il y avait une bonne gestion du groupe? Donc, le formateur a un rôle important. Le matériel pédagogique lui-même, est-ce que ça aide à l'apprentissage? Et l'environnement de travail, est-ce que c'était propice? Est-ce que les lieux étaient adéquats? Est-ce que, par exemple, au niveau du matériel audiovisuel, est-ce que c'était adéquat? Donc ça, c'est relativement simple. Au niveau du transfert, c'est pas évident et il faut savoir que le transfert d'une formation, ça nécessite du temps. C'est pas instantané. Et j'ai mis un petit nombre de sabliers pour vous donner une perspective temporelle du transfert des savoirs. Par exemple, les savoirs, bien, généralement, c'est assez court le temps de transfert en milieu de travail. Avant la formation, je ne savais pas, maintenant je sais. Donc, je suis en mesure d'utiliser les nouveaux savoirs plus rapidement dans mon travail. Que ce soit un cours sur la gestion de projet ou l'utilisation de nouveaux outils informatiques, on est en mesure de le faire. Si c'est du savoir-faire, je ne savais pas comment, maintenant je me pratique, ben là, on est dans une perspective un peu plus longue. Je reprends mon exemple de la gestion de projet. Ça va prendre un premier projet, puis un deuxième, puis un troisième, puis peut-être un quatrième, pour être en mesure de bien maîtriser l'ensemble des éléments qu'on a appris.
la gestion des parties prenantes dans la gestion d'un projet, je ne suis pas sûr qu'on va être en mesure de faire ça facilement et rapidement du premier coup. En savoir-être, bien là, on fait référence davantage à des changements de comportement. Alors, c'est clair que ça prend plus de temps. L'amélioration du jugement, l'amélioration de l'autonomie, l'amélioration d'autres éléments du savoir-être, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu plus de temps. Et là, ça nécessite, je pense, avec le supérieur immédiat, une forme d'entente et de suivi pour être capable de voir une amélioration sur un temps qui sera raisonnable. Alors, quand on parle de transfert de la formation, c'est ça. Il faut savoir que, dépendamment du type de formation et de qui qu'on a été chercher, mais on ne peut pas s'attendre à un transfert aussi rapide. Et ça, c'est important autant pour la personne qui suit la formation que pour son supérieur, mais c'est important aussi de le considérer dans la gestion du transfert. Et une petite image, sans transfert, la formation, c'est quoi? Bien, sans transfert, la formation, c'est une belle étagère pleine de cartables de formation qu'on a été suivre, mais où on a eu du plaisir, mais on ne les met pas en pratique. Mais c'est aussi de l'argent qu'on brûle et qu'on dépense, parce que là, c'est pas un investissement, parce qu'on n'était pas en mesure de mettre en œuvre les acquis, puis on n'est pas en mesure d'atteindre non plus les objectifs qu'on avait identifiés. Bon, mesurer les impacts, c'est une difficulté, je le dis un petit peu, souvent parce que l'objectif est large, et souvent aussi parce que l'impact de la formation est difficile à isoler des autres causes. Si on a une amélioration, est-ce qu'on est en mesure de faire un lien, je dirais, de cause à effet entre l'amélioration des situations et la mise en œuvre des nouvelles compétences qu'on a. Et souvent, ça nécessite des mesures qualitatives plutôt que quantitatives parce qu'on a un objectif large. Mais la seule solution, c'est d'avoir une approche un petit peu plus précise dans les objectifs qu'on veut mesurer. Par exemple, si on a un objectif d'amélioration qui est d'améliorer le service à la clientèle, c'est clair que d'identifier des indicateurs pour ça, ça ne sera pas évident. Mais si on est capable d'identifier un objectif d'amélioration comme diminuer le temps de traitement des dossiers de 20%, bien là, à ce moment-là, comment on mesure cette diminution du temps-là, on est plus capable de le faire et on est probablement capable d'identifier des éléments de formation qui vont nous permettre d'améliorer ce temps de traitement-là. Et ça devrait nous permettre aussi d'identifier si la formation est le seul moyen pour apprendre, pour diminuer le temps de traitement. Je reviens sur, par exemple, des processus. Si on n'a pas un processus de traitement de dossier qui est clair, bien, ça se peut qu'on ait amélioré cet élément-là avant d'envoyer notre monde en formation. Donc, l'identification des objectifs, ça revient comme l'élément fondamental pour identifier, d'une part, les besoins de formation, mais être aussi capable d'identifier quels éléments d'amélioration on souhaite avoir avec la formation, puis quels sont comment on va mesurer le transfert dans l'organisation. Bon, alors, je vous dirais que ça, c'est un crash course en gestion de la formation. C'est très rapide, mais ce sont des éléments qui sont quand même assez fondamentaux lorsqu'on parle de formation. Puis, lorsqu'on parle avec des organisations, bien, il faut essayer de les amener, je dirais, il faut leur donner de la formation sur la formation elle-même. Il faut les amener sur ces terrains-là pour les aider à penser, parce que souvent, je le disais tantôt, ils arrivent déjà avec le besoin de formation qui est identifié et ils veulent aller rapidement de l'avant pour former leur monde parce qu'ils pensent avoir détecté le besoin. Alors, une partie de notre travail comme diffuseur de formation, c'est de s'assurer que la formation qu'ils souhaitent avoir est la bonne. Bon. Là, c'est beau dire ça, mais lorsqu'on a des formations publiques qui sont prévues avec un calendrier, ça, c'est pas évident, parce que là, ce sont les gens qui magasinent eux-mêmes les formations et qui doivent s'assurer que ce qu'ils ont comme projet de formation va répondre à leurs attentes. Alors,
Le travail qu'on a à faire, c'est donc, dans la publicité qu'on fait, c'est d'essayer d'être précis dans les objectifs d'apprentissage qui sont couverts par cette formation-là, et aussi un petit peu un résumé à qui ça s'adresse et ce qui va être vu pour permettre aux gens de dire, ben, oui, c'est celle que j'ai besoin, ou sinon, c'est pas vraiment celle que j'ai besoin. Alors, une manière d'aider les entreprises, c'est d'avoir des formations publiques à un calendrier. Ce calendrier-là est disponible sur Internet. Et la majorité des organisations qui donnent de la formation de manière statutaire ont un tel calendrier de formation. Les formations sur mesure, bien là, ça c'est plus facile pour répondre aux besoins spécifiques d'une entreprise ou d'une organisation, parce que là, c'est l'entreprise qui vient nous voir, qui a détecté un besoin de formation. Et là, ça nous permet d'avoir vraiment la discussion avec l'entreprise sur les objectifs, sur les objectifs d'apprentissage, les objectifs de l'organisation, de s'assurer que la formation est vraiment le besoin qu'ils ont ou est complémentaire avec d'autres processus qu'ils ont mis en place, par exemple, et que c'est complémentaire aux actions qu'ils ont mis en place. Ce qui est possible de faire aussi, c'est d'avoir des parcours de formation, donc plusieurs formations qui sont complémentaires et qui sont adaptées à des besoins plus élaborés. Par exemple, on a eu un besoin avec le Centre de métiers autochtones de sanitaire qui voulait développer les connaissances des gens dans le domaine touristique. Bien là, on a eu à avoir plusieurs formations. Par exemple, une formation sur le service à la clientèle, une formation sur comment parler des athlètes touristiques du secteur, une formation sur un peu la connaissance, la gestion de la documentation, puis comment on travaille avec différents documents pour aider les clients dans leur recherche de sites touristiques à visiter. Alors, ça peut être des parcours de formation qui permettent de répondre à des besoins plus élaborés. Ça pourrait être la même chose, par exemple, en gestion de projet ou en ressources humaines, où là, 2, 3, 4, 5 formations permettent là, de faire le tour d'un thème qui a été identifié par l'entreprise ou l'organisation. Puis évidemment, des demandes ad hoc, où là, il n'y a pas nécessairement de formations qui sont déjà identifiées, ou encore on est plus dans du co-développement ou de l'accompagnement individuel des groupes. Alors, il est possible d'avoir des activités différentes. Ce qu'on a comme service de formation continue, c'est un catalogue de formation qui est quand même assez imposant. Lorsque vous allez sur le site de la formation continue, bien, vous n'avez pas accès à ce catalogue-là, mais vous avez quand même, avec le moteur de recherche, accès à l'ensemble des formations qui existent à la formation continue. Là, ici, vous avez la page 1, mais il y a pour les différents secteurs d'activité de la formation continue de l'université, dans le fond, il y a la liste des formations qui existent. Alors, sur le site Internet, c'est disponible. Je reviens à la présentation. Donc, on a donc une diversité de sujets et une variété de formateurs qualifiés, évidemment, début 4. Et c'est pour... comme on a des professeurs, c'est un peu normal qu'on ait identifié une liste de sujets qui sont spécifiques aux spécialités du CAP, mais on est en mesure aussi d'aller chercher des gens d'autres secteurs d'activité et qui sont aussi hors de la région, ce qui nous permet, dans le fond, d'aller chercher toute personne qui présente l'expertise pour des formations qui nous sont demandées ou des formations qu'on aimerait développer nous-mêmes. Par exemple, j'ai reçu une demande de formation en transport de matières dangereuses, mais là, on a été chercher l'expertise pour être en mesure de former, de donner cette formation-là. Nos domaines d'expertise sont, je le disais, ceux du CAP, donc le développement du capital humain, toutes les formations qui touchent le savoir-faire, le savoir-être dans différents domaines d'activité. La découverte d'outils de gestion, où là, on est plus, par exemple, gestion de projet, des outils informatiques, par exemple, informatique comme MS Project.
Technologie et ingénierie, alors là, on est plus dans les cours, par exemple, en environnement minier, en mine, en foresterie. Les formations avec en lien avec les premiers peuples, toute la question de la cohabitation, de la sécurisation culturelle, l'UQAT a développé un corpus de formation dans ces domaines-là, et certaines formations sur le thème de la santé, entre autres avec le département de soins infirmiers, où on donne des cours de bac, mais on est en mesure aussi de donner des cours au niveau de formation continue. Alors, mon pitch de vente, le voilà. Vous avez trouvé une formation qui répond à vos besoins parce que vous avez fait toute la belle réflexion et la belle recherche que je vous ai suggérée. Vous cherchez une formation qui répond à vos besoins, vous voulez mieux définir vos besoins ou comment y répondre. On est en mesure de vous accompagner là-dessus, soit à titre individuel ou à titre d'organisation. Vous avez plusieurs besoins, mais là, on a plusieurs formations qui peuvent faire l'objet d'un programme de formation, et que ce soit des besoins individualisés ou partagés. Voilà, et comme vous êtes peu nombreux, vous êtes en mesure de savoir comment nous rejoindre. Alors, soit par téléphone, soit par courriel, soit par notre site Internet. Voilà, c'était le tour d'horizon que je voulais vous faire ce matin, à peu près une demi-heure, un peu plus. Fort intéressant, Luc. Écoute, je me demandais, est-ce que c'est toujours des taux fixes? C'est quand on négocie une formation et tout, c'est juste pour me donner une idée de comment vous fonctionnez. Est-ce que vous établissez, bon, combien ça va valoir avec le client, ou bien vous avez déjà un barème de prix, mettons, pour le communautaire ou pour le privé ou pour le secteur public, mettons? Oui, on s'est donné une grille tarifaire pour être en mesure d'être cohérent. On a, je dirais qu'on a un prix, pour les formations publiques, on a un prix fixe qui est à 465 $ pour une formation d'une journée. Sauf exception, les formations autochtones sont à un coût inférieur pour deux raisons, parce que c'est des formations qu'on souhaite vraiment qu'ils soient prises par le plus de personnes possible. C'est des formations aussi qu'on a développées avec les communautés autochtones et on souhaite qu'elles soient accessibles aux communautés aussi. Puis enfin, c'est des formations qu'on donne avec nos formateurs internes, ce qui fait qu'on est en mesure de les offrir à un prix plus raisonnable ou moins dispendieux que des formations où on fait affaire avec des profs ou des consultants externes, et là, on est à honoraire. Donc, ceux-là nous reviennent passablement plus cher. Il faut savoir que les formations continuent, il n'y a aucune espèce de... J'entends un écho, c'est pas mon haut-parleur. Attends un petit peu, je vais me mettre en mute. M'entends-tu encore? Il n'y a pas de problème, c'était pas dérangeant, c'est juste que je me disais, c'était mon haut-parleur d'ordinateur qui réverbérait. Je disais, donc les formations autochtones sont moins dispendieuses. Il y a certaines formations en santé aussi qui sont moins dispendieuses, celles qui s'adressent plus spécifiquement aux infirmières ou celles qui sont en art-thérapie. On en a quelques-unes, mais généralement, c'est un prix fixe pour les formations. Ah oui, je disais que le gouvernement donne aucun soutien financier à nous pour offrir les formations à moindre coût, contrairement aux cours universitaires où il y a un financement qui vient du ministère pour chaque personne qui s'inscrit à des cours qualifiés. Au niveau des formations sur mesure qui sont offertes en groupe, là aussi, on a un tarif fixe qui est de l'ordre de 2460 pour une journée de formation. Mais au niveau des formations autochtones, là aussi, on a une escompte lorsque les organisations sont des organisations autochtones. On a aussi une escompte qui s'applique lorsque une même organisation
prend plus qu'une formation dans un même contrat, que ce soit la même ou que ce soit d'une formation différente. Dominique, c'était un peu là, la longue réponse. Lorsqu'on a plusieurs formations, bien là, c'est sûr qu'on calcule des coûts. Puis, ce que je donnais comme prix pour les formations sur mesure, ce sont les honoraires. À ça s'ajoutent les frais de déplacement et d'hébergement s'il y en a qui s'appliquent. Parfois, là, il y a des formateurs qui viennent de la région, qui viennent de l'extérieur. Fait qu'il faut ajouter ça au coût. Fait que les coûts de formation sur mesure sont quand même assez chers. Mais entre les deux, lorsqu'il y a, je dirais, là, mettons, 7, 8, 9 personnes qui suivraient la même formation, à un moment donné, ça devient à peu près kiff-kiff de le faire en formation sur mesure. Puis là, à ce moment-là, ça permet deux choses. D'avoir une formation plus spécifique par rapport aux besoins, mais ça permet aussi, rendu là, de l'ouvrir à 12, 15, 20 personnes. Et là, le coût par personne devient plus raisonnable. Autre chose? Rebonjour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Dominique, ou juste me faire un petit signe de la main s'il n'y avait pas d'autres questions? Est-ce que tu m'entends? Oui. Ah oui, on t'entend, super bien. Oui, ben je posais la question, Luc, parce qu'il y a déjà à peu près 1 an et demi, j'ai été en communication avec l'UQAM suite à un atelier que j'ai suivi, Journée annuelle de santé publique à Montréal. Puis j'étais vraiment, j'avais été bien intéressée par, c'est en communication sociale, c'est l'analyse des réseaux. Et puis, c'est des réseaux de relations entre individus, entre groupes ou pour une même personne. Puis, afin d'un peu cartographier les réseaux de relations entre les concertations locales ici à Rouen, je m'apprête, bien là, j'ai recommencé à faire des démarches avec l'UQAM pour aller suivre la formation avec d'autres personnes à Montréal. La formation sur l'utilisation d'un logiciel en particulier. Bon, ça, c'est ma petite mise en contexte. Je te posais la question parce que je me disais, si j'ai plus que 3 personnes d'intéressés, mettons, ça serait-il plus avantageux d'en faire profiter plus de monde, puis faire venir la personne de Montréal ici, via peut-être une collaboration avec l'UQAP. Mais là, dans le fond, je te pose ma question bien innocemment, est-ce que selon toi, c'est préférable pour moi de faire mes démarches directement avec l'UQAM, puis d'arriver avec une proposition, ou pas, ou passer par vous? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, qui pourriez peut-être aller chercher l'expertise à l'extérieur puis l'amener en région. Fait que comme ça, on pourrait peut-être stratégiquement développer un créneau s'il y a bien de l'intérêt. Mais tu sais, je sais qu'au moins dans mon petit comité, on est au moins 3 personnes. Il y avait déjà eu aussi une présentation de l'UQAM à Communauté là, suite à mon séjour là-bas. Là. Il y avait pas, une couple de personnes aussi qui étaient intéressées. Ma question est large, fournie et truffée de commentaires, là, mais je te laisse réagir à ça. Merci. Juste peut-être une petite parenthèse. Moi, dans la liste de to-do avec Gaston, ce sujet-là est venu sur l'ordre du jour. Donc, c'est quelque chose qu'on va approcher de cartographier les réseaux. Je serais possiblement intéressé à travailler ou à participer à ce genre de formation-là. Ça, c'est quelque chose là. Mais si je prends la question. Je peux y aller? En fait, Dominique, prenons-le comme un exemple de cas. Comment ça s'organiserait? Bien, il y a plusieurs manières de le faire, par exemple. Si vous pourriez très bien
travailler à essayer de ramasser d'autres organisations qui pourraient avoir le même besoin, puis faire le lien directement avec l'UQAM pour obtenir la formation. C'est sûr que les autres vont être intéressés de venir, puis ils risquent d'avoir une facturation qui ressemble finalement à la nôtre. C'est une formation sur mesure. Dans le fond, le choix que vous avez, c'est d'envoyer 3-4 personnes à Montréal suivre la formation. Fait que là, avec les frais de déplacement, tout ça, ça devient assez cher, ou extrêmement cher, mais il y a un véhicule, ça se fait, mais c'est quand même passablement de temps. Puis si c'est une formation de 2 jours, bien là, c'est la semaine qui passe. Fait que ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est de les faire venir ici, mais juste pour vous, ça risque de coûter trop cher. Fait que là, il faut trouver d'autres noms. Une des options, c'est de faire des contacts avec d'autres organisations qui pourraient partager le même besoin et partager la facture. Puis, Communauté peut très bien jouer ce rôle-là de concentrer la demande. Une autre manière de le faire, ce serait avec nous, de dire, par exemple, vous savez ce besoin-là, nous autres, on pense qu'effectivement, ça peut être un besoin. Et là, nous, on se charge de le rendre en formation publique, parce que là, ça se peut que ça dépasse le réseau communautaire en termes d'intérêt, puis ça peut intéresser plus de monde. Puis là, vous ne tapez pas, je dirais, le travail d'inscription, puis la gestion de tout ça. Nous autres, on peut le faire. Tout à l'heure, je parlais de transport de matières dangereuses. Et dans le fond, c'est une entreprise qui s'est adressée à nous, qui avait une formation pour 3 personnes. Alors, nous, on a cherché un formateur, puis on a inscrit cette formation-là au calendrier public. Il y a plusieurs manières je dirais, de répondre à votre besoin. Puis, je pense que, je dirais, il y a beaucoup d'entreprises ou d'organisations qui font directement affaire avec des diffuseurs de formation à l'extérieur de la région, puis qui les font venir directement. D'un côté, je trouve ça correct parce qu'ils font ça juste de manière directe. En même temps, c'est ma compétition. Fait que là, parce que c'est quand même une forme de business, là. Mais c'est ça. Puis, est-ce que c'est un sujet qui m'apparaît intéressant? Bien, évidemment. Je ne sais pas si on peut l'étendre à des entreprises privées qui pourraient être intéressées. Parce que là, on a une formation en gestion de projet qui s'appelle gestion des parties prenantes. Je trouve qu'on est un peu dans ce domaine-là. C'est pas pour la gestion de projet. Dans cet environnement-là, oui. Pardon? Ben, c'est pour ça que je t'en parlais, Luc. Je trouvais ça important d'en parler parce que je me dis, moi aussi, tu sais, si on a de l'expertise qu'on ne sait pas qu'on a cette expertise-là, ben, moi, je suis bien pour le développement de ma région puis maximiser ce qu'on a ici, là, tu sais. Si j'allais le chercher à Montréal, c'est parce que je ne l'ai pas vu ailleurs. Mais ce que je comprends, c'est que je pourrais en parler avec François à Communauté, puis on pourrait regarder comment on pourrait articuler ça, puis peut-être faire affaire effectivement avec vous autres qui pourriez nous proposer quelque chose. Puis moi, je pourrais vous fournir les contacts. J'ai déjà envoyé un courriel à la directrice du programme, parce que j'avais déjà fait affaire avec elle, juste pour voir si son tarif elle, c'était un one-shot deal, là. C'était, je pense, son tarif groupe, c'était 600 quelques, peu importe le nombre de personnes. Fait que moi, je pactais un char, puis je pactais une chambre. Et puis, je m'arrangeais pour pas que ça coûte pas cher à mes collègues. Puis, en plus, on va super le soir, puis on se compte des parts, là. Mais j'arrangeais ça pour que ce soit vraiment pas cher. Mais je pense que c'est bon de le voir d'une perspective plus large. Puis peut-être voir justement via notre réseau de communauté, entre autres. Puis tu sais, quand tu parles d'entreprise privée, ben, je pense justement au Bleu, je pense à CC Consultants, ben, qui sont aussi des compétiteurs entre eux, mais bon, il y en aura peut-être un de ceux-là susceptibles de nous donner, de peut-être aller chercher l'expertise, parce que juste pour le logiciel en question, je l'ai téléchargé, puis c'est un vrai mal de vente, là. Je me suis arraché les cheveux après avoir gossé dedans pour entrer les données. Fait que je me suis dit non, ça prend... je suis pas trop nouille là-dedans d'habitude, là. Mais là, honnêtement, ça prend un petit plus. Fait que ce que je comprends, François, qu'il y a déjà aussi une formation là-dedans. Tu nous disais ça l'autre jour, en communication sociale, je ne me trompe pas.
Oui, j'ai envoyé l'invitation. En fait, la formation, c'est plus sur... Est-ce qu'il y a un retour, Dominique? Ok, attends un peu, je me mets en mute. Oui, le problème de son, c'est avec les gens qui sont branchés par téléphone, en fait. C'est ça, j'ai envoyé l'invitation ce matin pour une formation qui est plus précisément sur l'aspect publicité de la communication sociale. Donc, souvent, là, dans les plus petites organisations, on a à faire des actions publicitaires un peu plus précises, un dépliant, une affiche. Donc, je vais y aller quand même assez précis. Mais oui, c'est un peu dans le même ordre d'idée de communication et de réseau de contact. Puis à Communauté, on a ça là, dans notre mandat de cartographier les réseaux de contact des gens connus, voir un peu le fonctionnement de notre réseau. Donc, c'est sûr que Communauté est intéressée, puis possiblement les membres, mais comme Luc disait, je pense que ça peut aller plus large. Moi, je sais qu'en dans l'entreprise privée, dans mon ancienne vie, les réseaux de contact, ben, c'est le moteur des ventes, c'est le moteur de la publicité. Donc, c'est un peu, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui peuvent être intéressées à ça, là, des entreprises que tous les niveaux, là, dans la construction, des moraux peuvent être intéressés à des blés, je suis convaincu qu'ils pourraient être intéressés aussi. Là, donc, d'après moi, là, on pourrait avoir une pool pour une formation où il y avait quand même pas mal de monde. Merci Luc pour les précisions que tu m'as données. Moi, je vais devoir quitter. Puis François, je vais entrer en contact avec toi. Je pars en vacances cette semaine, mais que je revienne. Parce que moi, j'aimerais bien ça faire mes trucs avant l'été idéalement. Mais je comprends que si ça concerne plus de gens, on pourra voir peut-être puis aussi avec Lucas, bien sûr, si on ne fait pas quelque chose plus tard à l'automne ou qui rassemblerait plus de gens. Là. Donc, à partir de là, qui me dit si je suis dans le champ, mais à partir du moment où la formation a été donnée ou présentée une fois, c'est beaucoup moins lourd de la répéter. Oui, ben c'est ça. Là, le plus tough, c'est d'être en mesure de l'offrir une première fois. Trouver le prof, s'assurer que la formation est bonne. Qu'est-ce que tu veux dire, François? C'est moins dur après? C'est parce que ce qu'on a eu, c'était une session d'information. On était loin d'une formation technique. Là. Ça dont je vous parle. Dominique, là, tu veux-tu me donner le nom du logiciel, Dominique? Parce que je suis curieux. Comment? UCINET. Je peux te l'envoyer si tu veux. Je vais non, ça va, mon lien. OK. Oui. OK. Je me trompe peut-être, c'est peut-être Unicet ou UCINET. UCINET ou UNICET. C'est un ou l'autre. Mais de toute façon, si je me trompe pas, dans le site de Communauté, on avait aussi ces informations-là. Je les avais toutes envoyées. Fait que je pense qu'ils sont déjà déposés aussi dans la Communauté. Je vais aller voir. Là. Merci beaucoup de ton temps, Luc. Je me sens bien privilégiée. Ben, ça me fait plaisir. Je vais vouloir, François, avoir un retour avec toi là, pour, je dirais, la présentation elle-même. J'ai l'impression que je vous ai défilé ça à vitesse grand V. Les liens, parce que c'est ça, dans le fond, vous êtes les cobayes, vous êtes mon groupe test. Écoute, je peux te le dire tout de suite. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pas la présentation est claire et bien structurée. C'est intéressant. Donc, j'ai pas de commentaires négatifs à faire. Ça a été rapide, mais pas trop non plus. Tu t'es pas perdu dans les détails. Mais en même temps, il y avait un peu plus de contenu à certains endroits où. Fait que non, je pense que moi, si j'étais toi, je ne serais pas gêné, mais pas du tout de la ressortir de façon régulière. Là. Je pense que tu as quelque chose qui est pas mal intéressant. Là. Puis, oui, j'aborde dans le même. OK. Est-ce que ce sont des éléments qui sont connus ou très connus ou des fois c'est bon de se faire répéter des évidences là, parce qu'on les oublie, là. Mais c'est des évidences ou c'est des choses qui sont
qu'on saisit moins ou qu'on voit moins? Oui, Dominique? Ben, Luc, je trouve que ta présentation, pour moi, oui, il y avait certaines évidences, mais je te dirais pour quelqu'un, tu sais, un jeune professionnel qui arrive qui est dans un OBNL, ben, je regarde le spectre de communauté couvre vraiment très, très, très large. Puis on est vraiment une diversité d'intervenants avec une diversité d'expériences, des fois plus, des fois moins. Donc, je trouve que c'est juste assez ce que tu as mis. OK. C'est juste parfait. Donc, la personne qui a très peu de connaissances au niveau de la formation va apprendre beaucoup de choses. Puis celle qui en a un peu plus, ça va être un refresh à certains égards. Ton schéma aussi, je l'ai bien, 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 bien aimé. Vraiment intéressant. Une image vaut 1000 mots, là, mais on a comme une espèce de processus qui est vraiment bien expliqué là. Fait Celui avec les que, quatre pour toutes ces flèches, là? raisons, oui, je l'ai bien, j'aime bien ça, moi, des mind mapping, là. Je vais dans le même sens que François. Je pense que c'est bien, bien parfait. Tout le monde va y trouver son compte là-dedans. Un bel équilibre. OK. En préparant ça, je me disais comment je fais pour aller plus loin. Ce que, parce que je recommence. Comment je fais pour aller plus loin? Parce que c'est beau de dire ça, là, mais l'entreprise ou l'organisation qui reçoit ça, elle dit OK, mais là, je commence par où, puis je fais quoi, puis c'est quoi mon premier outil, c'est quoi par quoi je commence, là? J'aimerais ça développer carrément une activité sous forme d'atelier où là, on permet de prendre les 4 étapes puis de les faire une par une. Dans le fond, c'est un diagnostic au niveau de l'organisation. C'est quoi nos défis? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut développer? Quelles sont nos forces, faiblesses, menaces, opportunités, là, mais quelque chose de simple et facile qui permet après ça d'avoir un espèce de petit diagnostic au niveau des ressources humaines. Dans le fond, pour faire face à ces défis-là, comment mon monde est équipé, comment je suis équipé en termes de personnel, puis c'est quoi leur connaissance. Puis après ça, avoir un atelier pour développer des plans de formation après ça. Fait que c'est un projet que j'ai depuis un bout de temps où on peut avoir une démarche en 3 ateliers sur les trois parties. C'est quoi mes objectifs, orientation d'organisation? C'est quoi le diagnostic de mes ressources humaines? Puis comment j'élabore mon plan de formation pour qu'au bout des 3 ateliers, et le gestionnaire et les employés aient une idée un petit peu plus précise des formations à aller chercher. Fait que je trouve que ça, c'était un petit peu comme une espèce d'introduction à une démarche de 3 ateliers là, que j'espère pouvoir développer. Je pense que ce serait très, très, très intéressant. Puis Dominique semblait trouver également que c'est une très bonne idée. Là, elle l'a mis en commentaire. Donc, non, je pense que ça pourrait être quelque chose de très pertinent. Okay. Bon, mais c'est cool. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. On n'était pas nombreux ce matin, mais en même temps, je suis content que pour toi, ça a été une pratique générale. Donc, ça va avoir cassé la glace avec cette présentation-là. Puis, de toute façon, nous, on va mettre la vidéo de la formation sur notre YouTube. Puis, on va aussi la transmettre dans notre prochaine infolette. Donc, il y a sûrement des gens qui vont pouvoir y accéder de cette façon-là. C'est sûr que je vais aller la regarder. Oui? C'est sûr que je vais aller la regarder pour en faire une auto-évaluation de moi-même. Ouais, mais dans ces affaires-là, là, on est toujours des fois plus critiques envers nous-mêmes que les gens le sont. Moi, je peux te dire que c'était bien. C'est ce que je fais de toute façon là, quand je donne une entrevue radio ou télé, j'essaie de m'écouter pour
Ben, pour pouvoir suivre clair et compréhensible, puis la vitesse, tout ça, là, mais effectivement, on est généralement plus sévère que les autres peuvent l'être. Écoute, nous, on se reparle pour les autres dossiers qu'on a sur la table. Puis, ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Ah, bye bye.